Merci. Madame la ministre des droits des femmes, Monsieur le président de la commission des lois, Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, le projet de loi du gouvernement qui a été modifié à l'Assemblée nationale, par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'abord, et ensuite par son assemblée plénière, ce projet de loi vient en fait contribuer à la mise en œuvre du programme de Stockholm qui a été adopté pour la période 2010-2014 et qui vise à construire un espace de liberté, de justice et de sécurité. Oui, c'est parce que je pédale un peu vite. Et de sécurité. À une période où nous nous rendons compte qu'il y a quand même une assez forte désaffection vis-à-vis de l'Union européenne, ce texte de loi, qui transpose près d'une douzaine d'instruments juridiques européens et internationaux, vient à bon droit à nous rappeler que souvent l'Union européenne a été à l'origine d'une amélioration des droits et des libertés individuelles. Ce projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 15 mai, il y a donc à peu près un peu plus d'une dizaine de jours. Notre obligation de transposition se trouve renforcée par le traité de Lisbonne, qui accentue les dispositions qui avaient déjà été introduites dans le traité d'Amsterdam et qui nous fait obligation donc de transposer notamment ces instruments juridiques de l'Union européenne. Mais notre propre Constitution de 1958 nous contraint à cette transposition et nous risquons des sanctions si les transpositions ne sont pas effectuées dans les délais prévus. Ceci étant, ce n'est pas par la crainte des sanctions qui ne peuvent intimider aucun État, ce n'est pas par la crainte des sanctions que nous procédons à la transposition de quelques instruments dont certains d'ailleurs ont été soumis à votre Assemblée l'année dernière, puisque ce texte est resté non inscrit à l'ordre du jour du Sénat aux environs de février 2012. C'est donc essentiellement parce que nous partageons les principes des dispositions qui sont contenues dans ces instruments juridiques que nous les transposons. Et d'ailleurs, en amont, la France participe à l'élaboration à la fois de ces normes et de ces principes. L'essentiel donc du contenu du projet de loi relève d'un corpus de lutte contre la criminalité organisée internationale, ce qui conduit à harmoniser d'abord la définition des incriminations pénales, ensuite à coopérer de façon à assurer une capacité répressive plus importante et enfin, bien entendu, à améliorer les relations entre les autorités compétentes de façon à obtenir un meilleur dialogue, une meilleure action mieux coordonnée entre les pays de l'Union européenne et pour les instruments qui concernent le Conseil de l'Europe et les Nations unies pour l'ensemble des pays avec lesquels la France se trouve liée par des conventions et des traités multilatéraux ou bilatéraux. L'Assemblée nationale a modifié, donc, dans le cadre de cette transposition de 6 instruments de l'Union européenne, des directives, décisions cadres et des instruments internationaux, donc conventions, protocoles et résolutions. L'Assemblée nationale a introduit 3 modifications significatives, quelques autres aussi, mais 3 significatives. Une, notamment, la possibilité pour les associations de se constituer partie civile dans la lutte contre la traite des êtres humains, dans les conditions qui sont déjà prévues dans notre code pénal, à savoir que leur objet soit lié à cette incrimination, qu'elles aient une durée de 5 ans au moment de la procédure et qu'elles disposent de l'accord des victimes. L'Assemblée nationale a également introduit une modification substantielle concernant Eurojust et une définition de l'incrimination d'esclavage et de servitude. Je reviendrai sur ces 2 points un peu plus tard. D'abord donc, les instruments transposés concernent pour le plus important d'entre eux et le premier d'entre eux la traite des êtres humains. Il s'agit donc de transposer le contenu d'une directive, contenu qui lui-même correspond à des stipulations d'une convention du Conseil de l'Europe, la convention signée à Varsovie en 2005 et le protocole additionnel de la convention de Palerme contre la criminalité organisée transnationale. Cette infraction de traite des êtres humains, en général, fait référence à 3 éléments, une action, un moyen qui est habituellement considéré à travers l'échange de rémunération et un but. Le projet de loi, donc, dans le cadre de cette transposition, élargit le champ de cette incrimination, introduit par exemple des éléments tels que le prélèvement d'organes et aspire dans les éléments constitutifs des éléments qui jusqu'alors constituaient des circonstances aggravantes.
L'Assemblée nationale a cependant montré une vigilance tout à fait appréciable, puisqu'elle s'est rendue compte qu'avec cette introduction des circonstances aggravantes, il pouvait arriver que la sanction soit inférieure à celle qu'elle est aujourd'hui, de sorte que l'Assemblée nationale a ajouté une disposition qui précise qu'il suffit qu'il y ait 2 éléments constitutifs cumulés pour que la peine encourue s'élève à 10 ans, comme c'est le cas dans le texte actuel. Nous avons donc là une incrimination particulièrement significative de la criminalité organisée transnationale, de la nécessité dont je parlais de l'harmonisation de la définition de nos incriminations pénales et d'une meilleure coopération, mieux organisée, mieux fluidifiée. Les 2 articles suivants concernent une obligation d'interprétation et de traduction des documents essentiels de la procédure pénale. Vous savez que notre droit, par l'usage, mais aussi par la jurisprudence, consacre déjà l'obligation de l'interprétation. Il y a donc là une disposition nouvelle, une obligation procédurale nouvelle, avec cette obligation de traduction de ces documents essentiels. Nous transposons également un instrument extrêmement important parce qu'il concerne les abus sexuels sur les enfants, l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie. Conformément aux dispositions de la Convention signée à Lanzarote en 2007, nous introduisons donc dans notre législation pénale ces éléments supplémentaires qui permettent dorénavant de couvrir la totalité du champ des abus infligés aux enfants, de sorte que tous ces abus maintenant relèvent d'infractions et donc d'incriminations qui seront punies par la loi. Nous avons, je le disais tout à l'heure, l'Assemblée nationale a modifié les dispositions concernant Eurojust. Donc nous avons au niveau du gouvernement procédé à la transposition de l'instrument décision cadre de 2008 qui, elle-même décision cadre modifiée à la décision cadre de 2002 qui instaure Eurojust. Et nous avons procédé donc à la transposition de cette décision cadre. L'Assemblée nationale a souhaité aller plus loin. Elle a introduit dans le texte des dispositions qui augmentent significativement les capacités, les compétences et les prérogatives du membre national d'Eurojust. Au nom du gouvernement, j'ai plaidé pour que nous en restions à la transposition de la décision cadre, considérant que nous ne pouvons pas anticiper le règlement qui est actuellement en préparation à l'Union européenne, règlement qui permettra d'améliorer évidemment les moyens, les procédures et les pouvoirs d'Eurojust, mais règlement dont nous ne connaissons pas encore, en tout cas pas en termes d'adoption définitive, le contenu du projet de règlement, de sorte qu'il y a une relative audace dans le fait d'inscrire dans notre législation pénale des dispositions sur le membre national d'Eurojust, alors que la Commission travaille elle-même sur le renforcement d'Eurojust. Nous avons donc expliqué à l'Assemblée nationale qu'il n'était peut-être pas pertinent de confier aux membres nationaux d'Eurojust une véritable capacité d'exercice de l'action pénale, parce que c'est à cela qu'aboutit la disposition introduite, alors que le membre national d'Eurojust n'est pas fondé aujourd'hui à exercer directement l'action pénale. Monsieur le rapporteur, vous avez procédé à une analyse juridique extrêmement fine. Cette analyse juridique a porté sur les aspects fondamentaux de notre système de justice pénale. Elle a porté également sur les prérogatives et les missions de la police judiciaire, des magistrats du parquet et ainsi que des juges du siège. Elle a porté aussi sur la répartition des prérogatives des uns et des autres et sur les contraintes constitutionnelles et organiques qui pèsent sur les magistrats du siège et sur les magistrats du parquet. La finesse de cette analyse vous a permis d'aboutir à la conclusion, ou en tout cas à l'observation selon laquelle ce membre national d'Eurojust est effectivement un magistrat hors hiérarchie, mais néanmoins il ne participe pas de la structure pyramidale de l'institution judiciaire et notamment de nos parquets, et il n'y a pas une coordination, une articulation formalisée entre notre institution judiciaire telle qu'elle intervient sur le territoire national et l'action de ce membre national d'Eurojust. Vous faites donc la proposition que le membre national d'Eurojust soit en capacité de faire des suggestions d'actes d'enquête, ce qui incontestablement augmente ses capacités
en tant que membre d'Eurojust, tout en apportant de la sécurité juridique sur les actes qui seraient appelés à impulser. Le gouvernement donc partage à la fois cette analyse et soutient cette proposition. Il reviendra bien entendu à votre Assemblée de dire quel sort vous lui réservez. Par ailleurs, dans les transpositions toujours, nous introduisons des dispositions de reconnaissance mutuelle en matière de décision pénale sur la base des principes définis par la Cour européenne des droits de l'homme et que la France respecte déjà, donc reconnaissant des décisions pénales, y compris en l'absence de la personne mise en cause, la reconnaissance mutuelle de décision pour les transfèrements également. Il nous restera encore 3 instruments à transposer avant décembre 2014, donc nous avons encore de la marge. L'un d'entre eux concernera le racisme et la xénophobie, un autre sur la reconnaissance mutuelle en matière de décision de justice sur l'approbation, et enfin la reconnaissance mutuelle en matière de décision de justice sur ce qu'on appelle la privation de liberté antérieure au jugement, c'est-à-dire la détention provisoire. En plus des transpositions, nous avons des adaptations. Des adaptations, je disais, donc d'instruments internationaux principalement, provenant du Conseil de l'Europe et des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies. Parmi elles, 3 sont particulièrement importantes. L'une concerne les disparitions forcées, conformément à la Convention des Nations Unies de décembre 2006. L'une autre, les procédures de remise entre l'Union européenne, d'une part, la République d'Islande, d'autre part, ou le Royaume de Norvège avec l'Union européenne, conformément à un accord de juin 2006. Et puis, la Convention extrêmement importante d'Istanbul, signée le 11 mai 2011, Convention du Conseil de l'Europe, sur laquelle la ministre des Droits des Femmes reviendra plus avant dans les détails. Concernant les disparitions forcées, nous aboutissons au bout de 25 ans de combat où la France a été extrêmement active, essentiellement grâce aux initiatives à la forte mobilisation de l'ambassadeur Bernard Kessedjian, à qui il faut rendre hommage puisqu'il n'est plus avec nous, mais qui a travaillé fortement et qui, depuis 1978, a introduit une proposition de texte relatif à la protection des personnes relevant de ce qu'on appelle les disparitions forcées. Cette adaptation, en fait, vise à préciser d'abord la définition des disparitions forcées. Jusqu'à maintenant, nous avons une définition qui est liée au statut de la Cour pénale internationale. Il est important de prendre en compte également les disparitions forcées qui ne relèvent pas du crime contre l'humanité et par conséquent, donc, de définir la prescription et aussi les conditions dans lesquelles la compétence quasi universelle de la France, de nos juridictions, pourra être mise en branle. Ensuite, je vous parlais donc de la procédure de remise entre l'Union européenne et l'Islande et la Norvège. Il s'agit d'une procédure assez proche du mandat d'arrêt européen, mais qui s'en distingue par 2 points. Le premier point, c'est qu'il n'est pas autorisé de remettre des nationaux. C'est une disposition qui se trouve déjà dans les procédures d'extradition. Et le deuxième point, c'est que la double incrimination fait l'objet de dispenses, mais sur 6 types d'incrimination seulement, et particulièrement graves, c'est-à-dire le terrorisme, le trafic de stupéfiants, l'homicide volontaire, les enlèvements, les séquestrations et les prises d'otages, les coups et blessures graves, ainsi que les viols. Enfin, sur la Convention d'Istanbul, je vous le disais, la ministre des Droits des Femmes vous en parlera plus amplement. Il faut savoir que dans notre législation pénale, nous avons déjà l'essentiel des dispositions qui sont contenues dans cette Convention du Conseil de l'Europe, parce que nous sanctionnons déjà les violences physiques, les violences psychologiques, les violences sexuelles. Nous sanctionnons déjà, oui, parce que cette Convention, elle porte sur les violences faites aux femmes et contre la violence domestique. Nous sanctionnons déjà aussi les mariages forcés, les mutilations sexuelles, la stérilisation forcée, l'interruption volontaire de grossesse sans consentement, mais il y a d'autres incriminations qui sont contenues dans cette convention et qu'il convient de transposer. Enfin, je vous le disais aussi, l'Assemblée nationale a introduit une définition de l'esclavage et de la servitude. Cette définition de l'esclavage et de la servitude manque effectivement dans notre code pénal.
Cependant, et comme je l'ai dit au nom du gouvernement à l'Assemblée nationale, il est important que la définition d'une telle incrimination soit la plus précise possible et la plus compatible possible avec les engagements de la France et ses engagements en tant que partie ayant signé et ratifié des conventions internationales, au premier chef de ces conventions, la Convention de 1926 des Nations Unies, dont la définition de l'esclavage est reprise dans la Convention de 1956. Simplement, dans le Code pénal, aux articles 212.1 et 212.2, la France punit le génocide d'abord et ensuite les autres crimes contre l'humanité. Parmi ces crimes contre l'humanité, il y a l'esclavage. Mais il s'agit évidemment là de l'esclavage pratiqué de façon générale et systématique et non pas d'une incrimination pratiquée par des personnes physiques et qui concerne par-ci par-là des personnes qui subissent d'abord la traite des êtres humains, c'est-à-dire le commerce, et ensuite les effets d'une mise en esclavage, d'une réduction en esclavage, des effets qui se traduisent par de l'enlèvement, bien entendu, mais aussi par des abus sexuels, par du proxénétisme, par l'obligation de s'adonner à la mendicité, par des brutalités, par des violences diverses. La tradition juridique française consiste à punir les effets de l'esclavage. Et de fait, il n'y a pas de définition de l'esclavage ni de la servitude, alors que l'instrument juridique que nous transposons évoque très précisément l'esclavage et la servitude. Les échanges que nous avons eus, aussi bien à l'Assemblée nationale, mais ici aussi avec votre rapporteur, nous conduisent à considérer qu'effectivement, il nous faut réfléchir à une définition de l'esclavage. Simplement, nous voulons lui apporter la plus grande sécurité juridique, parce que autant il convient, et heureusement, nous ne sommes pas dans un vide juridique, puisque notre législation permet de punir tous les effets de la réduction en esclavage, il demeure quand même qu'il y a cette incrimination générique plus globale et qui, en plus des effets subis par la victime, atteignent la dignité, porte atteinte à la dignité de la victime, réduisent sa liberté très fortement, mais voilà, il y a des éléments qualitatifs supplémentaires par rapport aux effets qui sont appréciés par nos juridictions. L'Assemblée nationale a souhaité maintenir la définition qu'elle avait rédigée pour l'esclavage et la servitude. Je redis ici ce que j'ai dit devant les députés, à savoir que je pense qu'il y a peut-être prudence, et je crois que votre rapporteur est plutôt aussi sur une analyse de même nature, qu'il y a peut-être la nécessité de prendre un peu de temps. Je m'engage, moi, à mettre en place un groupe de travail qui serait composé de parlementaires, mais également de représentants de la société civile à travers des associations ou des ONG, ainsi que d'experts et notamment de l'expertise de la direction des affaires criminelles et des grâces de la chancellerie, un groupe de travail que je pourrais accueillir à la chancellerie, c'est-à-dire non seulement en l'adossant à la DACG, mais en lui mettant à disposition toute la logistique nécessaire, toute la documentation nécessaire, tous les moyens matériels nécessaires qui lui permettront de travailler à une définition qui sera précise, compatible avec nos engagements internationaux et surtout d'une grande sécurité juridique. Alors, j'ai regardé s'il y avait à venir un véhicule législatif gouvernemental auquel nous pourrions dans lequel nous pourrions introduire la définition au terme du travail de ce groupe de travail. Je n'en ai pas vu d'imminent, mais rien n'empêche qu'une initiative soit prise au Sénat et à l'Assemblée nationale, et je m'engage devant vous à soutenir cette initiative. En conclusion, très rapidement, je veux dire que le travail qui a été accompli par la Commission des lois, par votre rapporteur et par la Commission des lois sur la base des travaux de votre rapporteur me paraissent singulièrement améliorer le texte, et pour cette raison, le gouvernement émet un avis favorable dans l'état du texte tel qu'il est et compte tenu des observations prononcées déjà par votre rapporteur. Merci. Merci, Madame la Ministre.